Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire le deuxième cours de premier semestre, troisième année à PIC. Le titre de ce cours est Les atomes et les ions. On va faire un petit aperçu historique sur le sujet. Donc, l'atome, depuis très longtemps, était sujet de réflexion par les philosophes grecs. À leur tête, le savant Démocrite, qui a donné la première définition de l'atome, qui est l'atome est la plus petite partie de la matière, insécable. Insécable, ça veut dire qu'on ne peut pas diviser. Et il l'a nommé atomos. Atomos en grec, ça veut dire la partie qu'on ne peut pas diviser. Au début du 19e siècle, John Dalton a prouvé l'existence de l'atome. Et après quelques dizaines d'années, Joseph Thomson a donné le premier modèle après avoir découvert l'un des éléments constituant l'atome qui n'est autre que l'électron. Mais après quelques dizaines d'années, Rutherford a prouvé l'existence de l'atome aussi, et il a ajouté l'existence du noyau. Il a prouvé l'existence du noyau. Il a donné le premier modèle planétaire de l'atome, que Niels Bohr, après quelques années, a modifié un peu et il a adopté le modèle planétaire de Bohr, qu'on va voir plus tard. Là, on a une image qui montre des atomes réels observés à l'aide d'un microscope très développé. On peut même voir le nuage électronique. Voilà, c'est Niels Bohr, le savant, c'est un prix Nobel qui a donné le modèle planétaire dit de Bohr. Donc, il a imaginé l'atome comme suite. Le noyau chargé positivement au centre et les électrons gravitent autour de l'atome selon un sens bien déterminé et selon des trajectoires bien déterminées, selon des niveaux d'énergie bien déterminés. Chaque niveau supporte un nombre bien déterminé d'électrons. Selon la physique moderne, Erwin Schrödinger a proposé son modèle qui a rejeté celui de Bohr. Donc, il a conservé le fait que le noyau est chargé positivement, est situé au centre de l'atome, mais les électrons n'ont pas de trajectoire bien déterminée et des sens bien déterminés de rotation. Donc, il a remplacé cette théorie par la probabilité de présence des électrons autour du noyau dans des endroits. Donc, on a plus de chances de rencontrer dans certains endroits des électrons que dans d'autres. Donc, ils n'ont pas, comme on le voit, ils n'ont pas de trajectoire bien précise. Donc l'atome est constitué d'électrons, de protons chargés positivement et de neutrons. On ne va pas parler du constituant du noyau, on va juste se concentrer sur le noyau chargé positivement et les électrons autour, formant un nuage électronique. Voilà, on voit ici
le noyau de l'hydrogène constitué d'une seule charge positive et d'un seul électron. Là, le modèle de l'oxygène avec 8 électrons et 8 charges positives dans son noyau. Et le troisième, voilà le modèle de chlore avec 17 charges positives et 17 électrons. Voilà comment a imaginé Schrödinger le modèle de l'atome. On voit que les électrons ne bougent pas autour ou bien ne gravitent pas autour du noyau, comme l'a dit Bohr, selon des trajectoires bien déterminées. Donc cette théorie est remplacée par une autre théorie de probabilité de présence de certains électrons dans un espace autour du noyau. On voit ces zones-là, ces zones sombres, c'est là où on a de grandes chances de rencontrer des électrons. Donc on ne peut pas isoler un électron dans la nature, jamais. Voilà, donc le titre, on a dit déjà les atomes et les ions. On va commencer par l'atome, la structure de l'atome. Structure de l'atome, les modèles, le fameux modèle de Bohr et celui de Schrödinger dont on a parlé tout à l'heure. Bon, les constituants de l'atome. Donc l'atome est constitué dans tous les modèles d'un noyau qui porte des charges électriques positives, se situe au centre de l'atome. Son diamètre est 100 000 fois plus petit que celui de l'atome. Sa masse est presque égale à la masse de l'atome. Donc malgré que le noyau est si petit, sa masse est pratiquement égale à la masse de l'atome. Et pourquoi? Parce que la masse des électrons est négligeable devant celle du noyau. Donc, le deuxième constituant, c'est les électrons. Les électrons, ils portent des charges négatives. Ils gravitent autour du noyau. Leur masse est très petite comparée à celle du noyau. Donc, on peut la négliger. Il y a aussi un composant qui est très important, c'est le vide. Donc, il y a un grand vide dans l'atome. Donc, l'atome a une structure lacunaire, c'est-à-dire qu'on a le noyau au centre, les électrons gravitent autour, il y a aussi, dans le vide, il n'y a aucune matière dans l'atome à part les électrons et les charges positives et les neutrons constituant le noyau. Donc, on passe à la remarque. Tous les électrons sont identiques et le symbole des éléments de l'électron est E. On a ici un signe moins dans la puissance, E-. Les électrons sont identiques, quel que soit l'atome dont ils sont l'origine. Donc, tous les électrons de tous les atomes sont identiques. Donc, on appelle charge élémentaire la plus petite charge électrique connue. On la note E, minuscule. Sa valeur est E est égal à 1,6 10 à la puissance moins 19, C. Ce C, c'est le coulomb. C'est l'unité de la charge électrique dans le système international des unités. La charge élémentaire, la charge d'un électron est moins E. Moins parce que la charge d'un électron est négative. E, elle est positive. Donc moins E, moins 1,6 multiplié par 10 à la puissance moins 19 coulombs. Le diamètre de l'atome est de l'ordre de 0,1 nanomètre. Tel que Nm, bien sûr, c'est le symbole du nanomètre. Le 1 nanomètre est égal à 10 moins 9 mètres. On l'a déjà vu au deuxième année, dans le cours des atomes et molécules. Donc on sait que 1 nanomètre est égal à 10 moins 9, 10 à la puissance moins 9 mètres. On le connaît déjà. Passons au numéro atomique. Donc chaque atome possède son propre nombre de charges positives.
Donc, chaque atome est caractérisé par le nombre de charges positives. Et ce nombre-là, on le note Z, Z majuscule, et qu'on appelle numéro atomique. C'est aussi ce nombre-là, c'est le même nombre c'est aussi le nombre d'électrons. Donc, dans un atome, on a autant de charges positives que de charges négatives, c'est-à-dire d'électrons. Donc, le numéro atomique caractérise l'atome. Voilà, on a devant nous le tableau périodique. Eh bien, ce tableau périodique contient tous les atomes qui existent dans la nature et même ceux qui sont synthétisés dans les laboratoires nucléaires. Donc, on voit le plus petit atome, c'est l'atome hydrogène. Eh bien, l'atome hydrogène, comme tout atome, on va voir la clé, là, le symbole ici, c'est le symbole de l'atome, et Z en rouge, c'est le nombre atomique. Et on aura le nom du composant de cet atome sous le symbole. Donc là, on a l'hydrogène, son nombre atomique est égal, numéro atomique, c'est 1. Là, on a l'hélium avec le numéro atomique 2. Donc, chaque numéro atomique désigne un atome bien déterminé. Par exemple, l'oxygène. L'oxygène, 8. Z est égal à 8. Le fer, Z est égal à 26. Le cuivre, Z est égal à 29, etc. Donc, chaque élément du tableau représente un atome et cet atome est caractérisé par un nombre qu'on note Z et qui s'appelle le numéro atomique. Passons maintenant au petit 3, neutralité électrique de l'atome. Donc, l'atome est électriquement neutre, car le nombre de charges positives est égal au nombre d'électrons, c'est-à-dire des charges négatives. Les charges négatives sont les électrons. On va voir un exemple. Soit Li. Li, c'est l'atome de lithium, qui a Z est égal à 3. Je l'ai déjà modélisé ici. Donc, le noyau contient 3 charges positives et le nuage électronique contient 3 électrons que j'ai notés en vert. Bon, maintenant, on va calculer la charge du noyau. Calculons la charge du noyau. Donc, la charge du noyau est égale plus, parce que il est chargé positivement. Z, c'est le nombre de charges. Et E, c'est la charge c'est la valeur c'est la charge élémentaire, la valeur d'une charge positive. Donc, est égal à plus 3 multiplié par E. On remplace E par sa valeur qu'on a vu tout à l'heure, qui est 1,6 10 à la puissance moins 19. Donc, on va juste multiplier 3 par 1,6. Est égal à 4,8. Donc, plus, positif, 4,8 multiplié par 10 à la puissance moins 19. On va conserver cette écriture scientifique. De la même manière, on peut calculer la charge des électrons. Donc, est égal moins Z multiplié par E. Le moins, c'est le signe négatif, bien sûr, c'est un électron. Ce sont des électrons. Moins 3 multiplié par E, moins 3 multiplié par 1,6 fois 10 à la puissance moins 19, et c'est égal à moins 4,8, 10 à la puissance moins 19 coulombs. Donc, la charge globale maintenant. La charge globale de l'atome. L'atome est composé de quoi? De charges positives et de charges négatives. On va faire la somme de la charge du noyau et la charge des électrons. Donc, plus Ze, c'est la charge du noyau, moins Ze, c'est la charge des électrons. On voit bien que ce sont des nombres opposés, donc leur somme sera nulle. Ce qui veut dire que l'atome est électriquement neutre. Il est carrément neutre. On voit dans cette simulation l'atome d'hydrogène qui est composé d'une charge positive au noyau et d'une charge négative, c'est-à-dire d'un électron. On voit bien l'équilibre que l'atome est électriquement neutre. Donc, dans certaines conditions, l'atome perd
son électron. Voilà. Donc, il perd son électron. L'atome n'aura qu'une seule charge qui est positive. Donc, on ne peut pas le nommer ici, dans ces conditions, atome. Il n'est plus un atome. Il devient un ion. Un ion qui a une charge positive. On va l'appeler cation. Donc, c'est un cation. Les cations, ce sont des ions. Et les ions, ce sont des atomes qui ont perdu équilibre, leur équilibre en charge. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus neutres. On va voir un cas similaire. Là, on a l'atome de sodium. Il a 11 charges dans son noyau.